All systems online. Salut à tous, c'est Schneider, et on se retrouve pour un récap de la semaine sur Star Citizen. Le lore post de mardi présentait le constructeur Tumbril. Au début du 26e siècle, Kavya Crosby vivait sur Centauri 2 avec ses parents qui étaient techniciens de maintenance dans un centre de recherche au milieu du désert de cette planète. En 2518, une chercheuse en biotechnologie du nom de Meredith Dawes est venue vivre dans ce centre avec son fils Aaron. Son travail visait à trouver quelles plantes et céréales pouvaient pousser dans ce genre d'environnement désertique. Et lorsqu'elle a effectué une sortie dans le désert pour vérifier l'état de certaines cultures, une tempête de sable a commencé. Le problème, c'est qu'au 26e siècle, les vaisseaux étaient bien plus à la mode que les véhicules, qui étaient réduits à un rôle purement utilitaire. Les parents de Kavya sont partis à la recherche de Meredith pendant la tempête, et sans leur véhicule rendu tout-terrain par leurs modifications, elle y serait sûrement restée. D'autant plus qu'il était courant de voir des rovers de série tomber en panne dans ce genre d'environnement. Ce qui a convaincu Aaron et Kavya, en grandissant, de lancer leur entreprise de fabrication de véhicules tout-terrain nommée Tumbril. Les débuts furent difficiles, mais en 2541, la première guerre Tevarine commença et l'UNE réalisa son manque de véhicules tout-terrain. Le DX-20 de Tumbril fut mis en compétition avec d'autres véhicules et le résultat fut sans appel. Tumbril signa un contrat énorme avec l'armée et des tanks sortirent bientôt de leur chaîne de production. Malheureusement, sur la fin de l'ère Messer, les empereurs successifs mirent la priorité sur de nouveaux vaisseaux et pas sur des véhicules, et réduisirent le budget alloué à Tumbril. Ça, plus la volonté de réduire les coûts en réduisant les contrôles qualité, ont amené Tumbril à la faillite en 2862, jusqu'à ce qu'un entrepreneur nommé Terence Naban reprenne la marque en 2941 et commercialise le Cyclone qui a définitivement remis Tumbril sur les rails. L'émission Inside Star Citizen de jeudi était consacrée uniquement à la première version des cavernes qu'on aura dans la mise à jour 3.7. Comme on le savait déjà, les cavernes utilisent la même technologie de disposition de leurs salles que les stations spatiales, et faire en sorte que les accès à ces cavernes restent au niveau du terrain a été assez difficile pour eux. Et pour la disposition de ces cavernes sur les planètes, ils utiliseront le même outil que celui qui permet la disposition des outposts. Les assets qui sont utilisés pour le contenu des cavernes utilisent le nouveau shader organique qui était sur la roadmap il y a quelques temps, et ça leur permet de créer un peu plus de variété pour les rochers. Et par-dessus ça, ils ont pas mal d'autres assets en préparation comme de la mousse, des racines, des vers luisants et des camps abandonnés par des humains pour ajouter encore un peu plus de variété à ces cavernes. La mousse sur les rochers sera d'ailleurs parfois un repère visuel indiquant des chemins ou des tunnels pour aider les joueurs dans leur progression. En parallèle, leur système de génération procédurale de cavernes gère déjà les points d'apparition d'objets récoltables comme les minerais. Pour le moment, les cavernes visitables par le joueur auront déjà été visitées par des PNJ ou pas, et ils ont évoqué une autre catégorie de cavernes dont ils ne peuvent pas encore parler. La diversité d'environnement dans une caverne est importante, et ils essaient de créer des couloirs exigus, des endroits où on devra grimper ou ramper, des labyrinthes, des grandes salles, en gardant à l'esprit qu'on devra parfois s'y affronter en FPS à plusieurs, ou suivre suffisamment confortablement des veines de minerais sur les parois. La luminosité représente aussi une petite difficulté, il ne faut pas que la caverne soit trop sombre pour que les joueurs puissent quand même se repérer et s'orienter, mais il ne faut pas non plus que les lumières dégradent l'ambiance oppressante et sinistre de la caverne. Il place pour ça quelques légères sources de lumière à différentes intersections et il prévoit de réduire la puissance de la lampe torche. Et pour finir, on a pu entendre les bruits de pas, le vent, la réverbération des tirs, l'écoulement de filets d'eau, les bruits aléatoirement générés comme les chutes de pierre, et le bourdonnement synthétique rajouté en fond pour donner une ambiance encore plus oppressante. Et bien sûr, tout ça n'est que la première version, ils ont apparemment plein d'idées pour la suite, notamment des cavernes avec des entrées dans des cratères, et des cavernes où on pourra circuler en véhicule. Vendredi, l'émission Star Citizen Live recevait John Crew et David Colson pour répondre aux questions des backers sur les vaisseaux. Ils savent que le 890 Jump a un souci au niveau de son carburant. Actuellement, en 3.6.2, la régénération en carburant en aspirant le gaz naturel de l'espace n'en régénère pas assez, et les propulseurs en consomment trop. D'autant plus que pour faire apparaître le 890 Jump et le réapprovisionner en carburant, il faut être à un spatioport sur une planète, donc en atmosphère, ce qui consomme encore plus de carburant. Le problème va être corrigé en 3.7, et l'arrivée de stations spatiales plus grandes dans le futur devrait grandement atténuer le problème. On devrait avoir dans un premier temps l'arrimage de vaisseaux entre eux, comme le Merlin avec le Constellation, ensuite on aura l'arrimage de vaisseaux aux stations, et ensuite, beaucoup plus tard, parce que c'est plus compliqué, l'arrimage de parties de vaisseaux entre elles. Ça concerne par exemple le poste de pilotage du Caterpillar ou du Endeavour. Lorsqu'on pilote un vaisseau, on devrait pouvoir sortir de son siège sans désactiver les propulseurs. David Colson n'a pas réussi à corriger ce problème, car c'est un bug au niveau du code réseau qui ne transfère pas le contrôle du vaisseau au serveur une fois qu'on est sorti du siège.
Il n'est pas prévu que le 890 Jump ait des tourelles supplémentaires, mais ces tourelles actuelles seront certainement améliorables, de sorte à en faire des tourelles automatiques. D'une certaine façon, l'assistant automatique de détection des obstacles remplacera le Overmode. Ils ont estimé que le Overmode créait plus de problèmes qu'il en réglait, donc à la place, on aura un régulateur de vitesse à l'approche du sol et qui sera désactivable. Et si j'ai bien compris, l'utilisation de propulseurs pour faire du vol en surplace sera un mode activable ou non avec un bouton. Les tourelles du 890 Jump seront peut-être upgradées avec des tourelles à 4 canons au lieu de 2 s'ils s'aperçoivent que le vaisseau est un peu trop dur à défendre. Le 325A et le Buccaneer sont considérés comme des vaisseaux d'interdiction, mais ça en est pas vraiment et ils changeront sûrement la catégorie de ces vaisseaux comme intercepteurs. Ils aimeraient que le Banu Defender et le Banu Merchantman puissent interagir, mais ils prévoient rien de bien concret pour le moment. Sur le Vanguard Sentinel, le cockpit en réalité augmentée et le terminal lié à la guerre électronique ne seront pas inclus en 3.7, car ils ne seront tout simplement pas réalisés tant que ces mécaniques de jeu ne seront pas créées. Le cockpit en réalité augmentée, c'était une idée de départ de cockpit totalement fermé, avec des projections holographiques dans tout l'habitacle pour représenter l'extérieur, mais finalement ils ne savent pas si ça se fera. Pour les composants, ils continuent de travailler sur la possibilité qu'on aura de les remplacer, mais ils ne savent pas quand ça sera disponible. Les caisses de marchandises pour le Hornet, le Aurora et le Prospector sont toujours prévues, mais ça va demander un peu de travail sur les inventaires et les grilles physiques. Et peut-être même que ça demandera certaines choses qui sont attendues pour la séparation de parties de vaisseaux, comme évoqué plus tôt avec le Caterpillar ou le Endeavour. Évidemment, avec le 890 Jump, le 600i et le Constellation Phoenix, on aura bien sûr des missions de transport de passagers VIP. Avec l'arrivée d'un mode d'aide à la visée pour les armes montées sur cardan, ils vont un peu modifier les règles de ce genre d'armes. Dans une mise à jour après la 3.7, les armes de taille 1 qui étaient uniquement fixes pourront être montées sur des cardans de taille 1 pour que les joueurs avec de petits vaisseaux ne soient pas trop désavantagés. Pour l'instant, 2 joueurs ont pas trop de bonnes raisons de piloter un Hurricane plutôt que 2 Hornet. Mais plus tard, la consommation de carburant, la dégradation des composants, le prix de réparation et la puissance de feu inciteront sûrement les joueurs à faire des sorties avec un seul vaisseau plutôt que 2. Ils continuent de regarder ce que les joueurs ont aimé dans la customisation du 300i, et ils vont s'assurer de choisir des assets à créer que les joueurs aimeront, parce que les éléments de personnalisation que les joueurs ont choisis pour le 300i n'ont pas toujours correspondu à ce qu'ils avaient imaginé. Comme d'habitude, ils ne sont pas satisfaits du mode de vol actuel. Et en atmosphère, ils vont essayer de modifier certains paramètres de sorte à ce que les vaisseaux puissent réaliser des combats à une vitesse un peu plus lente. Car actuellement, selon eux, les combats en atmosphère finissent trop souvent avec des joueurs qui glissent en faisant des cercles en tentant de se poursuivre. Les tourelles rétractables du Vanguard ne seront pas disponibles en 3.7 et elles arriveront sûrement plus tard avec d'autres fonctionnalités manquantes sur le Vanguard. À propos du Retaliator, John Crew aimerait qu'il ait plus de torpilles, mais ça va être difficile vu les dimensions du vaisseau. Le pilote n'aura sûrement pas de contrôle sur les canons du vaisseau, mais ces tourelles pourront peut-être être automatisées. Le SP a pas mal de bugs, mais ils vont devoir régler d'autres problèmes dont il dépend pour corriger ça, comme certains problèmes sur les vaisseaux désactivés et endommagés, les armes, le code réseau et les icônes de visée sur l'affichage tête haute. Concernant le 600i, c'est pas une priorité de le retravailler, mais il aura peut-être une petite refonte de l'intérieur, notamment de son éclairage et de ses matériaux. Et enfin, certains vaisseaux comme le Razor ou le Merlin volent mal en atmosphère à partir d'une certaine vitesse, ils le savent et ils prévoient de corriger ça assez rapidement. Samedi, CIG a mis à jour les roadmaps de Star Citizen et Squadron 42. Sur la mise à jour 3.7 de Star Citizen, on a 3 mécaniques de jeu et 2 armes qui sont terminées. Pour le coup, avec tout ce qui a été reporté, je crois qu'ils n'ont jamais été autant dans les temps pour le contenu d'une future mise à jour. Petite parenthèse concernant la 3.8, plusieurs choses ont été repoussées à la 3.9. Un PNJ donneur de mission parce qu'il sera utile que lors de la version 2 de la zone d'atterrissage de Microtech, le Cutlass Blue pour pouvoir faire avancer plus vite le Banu Defender, et un fusil à lunettes parce que son type de dégâts n'est pas fini. Et enfin sur Squadron 42, les progrès sont très minces, à part sur la version 2 des objets utilisables. C'est la fin de cette vidéo, et j'espère qu'elle vous a plu. Sur ce, je vous dis à dimanche prochain, et d'ici là, portez-vous bien, citoyens.